Merci d'être avec nous sur la première chaîne d'information en continu du Burkina Faso. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue à ce rendez-vous consacré à un entretien avec une personnalité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir et pour la première fois sur notre plateau, M. Seydou Richard Traoré. Quand vous entendez son nom, on parle de musique, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'accompagnement des projets des jeunes. Monsieur Traoré, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Bravo. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. La question classique qu'on pose à tous nos invités, comment vous allez côté santé et famille? Côté santé, je vais bien. Côté famille, j'ai la chance que ça va très bien. Marié, 4 enfants aujourd'hui. Voilà, marié, 4 enfants. Ouais. Bon, mais qui sont des adultes maintenant. Hein. Est-ce que vous avez été un papa rigoureux, très très dur avec les enfants? Parce qu'on dit l'éducation d'avant et celle d'aujourd'hui n'est pratiquement pas la même chose. Bon, je n'ai jamais frappé un enfant. Jamais. Bon, même si il déconne, bon. Il y a un moment où je les mettais à genoux quand même. Mais ils avaient déjà un certain respect. Ils n'osent pas. Bon, et puis donc, du coup, c'est pas la peine de les frapper, ajouter. Si l'enfant te voit et puis il est en train de déconner, et puis il arrête et puis il se met de côté, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, tu lui dis, bon, je t'ai vu, tu continues pas. Et puis, donc j'ai eu cette chance que c'est des gens qui respectent les grandes personnes, on peut dire, après les aînés, leur maman et moi. Bon, mais ça ne sert pas de faire comme moi, j'ai été battu. Et quand j'étais jeune, enfin quand j'étais enfant, parce que le papa pensait qu'il fallait corriger les enfants. Et bien, et comme ça ils vont devenir Mais est-ce que vous savez que dans la société, de façon générale, dans les débats publics, tout le monde dit qu'il faut ramener la chicotte à la maison et à l'école. Est-ce que vous êtes favorable à cela? Bon, c'est-à-dire, moi je ne suis pas favorable à ça, parce que des études ont montré aussi que plus tu chicotes, plus l'enfant cache son caractère, mais tu ne le construis pas pour l'avenir. Oui. Mais dans les pays européens ou américains, bon, surtout suédois, où je passe la moitié du temps là-bas, la moitié du temps ici, bon, je vois qu'on est allé trop loin. L'enfant peut convoquer ses parents à la police. Oui. Si vous le giflez, il peut appeler la police contre vous. Alors là, ce n'est pas bien. Là, je pense qu'on est allé trop loin aussi, parce qu'il faut que l'enfant comprenne. J'ai un père, j'ai une mère. Et c'est sacré. Mais les enfants, il y a des gens qui veulent encourager les enfants à croire que le papa et la maman, c'est comme des copains. Voilà. Par exemple, on ne dit pas papa, maman, mais on l'appelle par son nom. Alors, viens là. Non, il ne voit pas la différence. Vous êtes toujours l'Africain, hein, parce que nous, les Africains, on tient compte beaucoup des valeurs d'éducation pour nos enfants. Oui, oui. Bon, donc, on peut dire que c'est par chance, peut-être que je n'ai pas eu de confrontation de ce genre. Peut-être que j'allais frapper, mais il n'y a pas eu besoin, voilà. Alors, vous avez 73 ans en 2025. Oui, ça, je n'en reviens pas. Ah oui, comment ça? Parce que, bon, quand tu te lèves dans la tête, moi j'ai 35 ans. Je me sens plus jeune que vous, hein, franchement. Oui. Et alors donc, bon, non, vous n'avez pas encore 35 ans. Hein. Si, je l'ai dépassé. Ah, ben, oui, que vous n'avez pas l'air de votre âge non plus. Voilà. Non, mais voilà. Oui. Alors donc, c'est pour dire que, pour moi, il y a toujours des idées, il y a toujours un programme. Et il y a mon fils Michel qui me disait, mais quand je disais, voilà ce qu'on peut faire, et là, et dans 10 ans, 20 ans, voici ce que le résultat sera. Il me regarde, il me dit, à l'époque, il était encore petit, il dit, est-ce que papa, tu sais que tu es vieux? Oui. Et puis donc, bon, disons qu'il n'a pas tort de me rappeler, parce que dans ma planification, pour moi, bon, ce n'est pas moi qui dois réaliser tout. Je peux commencer de bonnes choses et je compte sur d'autres de continuer oui, mais souvent, les bonnes choses. La question, c'est de savoir quel a été votre secret pour être encore plus jeune, à 73 ans, quand on voit que certains, même à moins de 45 ans, 50 ans, les maladies... Est-ce que ce n'est pas aussi l'hygiène de vie et puis les comportements aussi qui...
qui altèrent la qualité? Bon, moi, je n'ai pas eu de recette spéciale. Hein. Donc, j'ai grandi comme j'ai grandi. Bon, c'est vrai que je ne bois pas. Bon, quand je dis je ne bois pas, je peux prendre une demi-bière. Donc, des copains m'ont dit, tu n'es pas vraiment un homme si tu ne peux pas finir une bière. Mais je n'ai pas besoin de démontrer que je suis un homme. Ouais. Tu vois, à ces gens, quand j'avais 20 ans déjà, et j'étais musicien, ben, c'était mes musiciens qui étaient parfois dans la drogue, surtout le bassiste camerounais, qui à la Maison du Peuple avait beaucoup de succès, qui est tombé évanoui en plein concert. Ce sont des anecdotes. Bon, c'est beaucoup de choses comme ça qui font que moi, je n'ai pas senti que j'ai besoin de boire. Bon, je n'ai pas senti non plus que j'ai besoin de courir les femmes de gauche à droite parce qu'après les chansons, on avait beaucoup d'appels. Hein. On avait des gens qui venaient avec les copies de nos chansons à la Maison du Peuple, des gens qui pleuraient, des femmes qui pleuraient et tout et tout. Mais bon, il faut savoir se limiter, il faut... Voilà. Votre vie a été un parcours aussi marqué entre études et musique. Bac D, en son temps, ce n'était pas donné à tout le monde. Maths et sciences, oui. Ouais. Est-ce qu'en son temps, quand même, vous étiez fier d'être étudiant en se disant toutes les conditions étaient réunies pour des belles études au Burkina Faso? Oui, mais bon, à l'époque, c'était un privilège que d'être étudiant, puisqu'on avait une bourse de 27 000 déjà à l'époque. On avait... donc, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. Bon, moi, je n'ai jamais pris ça comme quelque chose qui me différencie des autres. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire ma musique à côté. Une passion, quoi. Voilà. Et mon père était contre parce que, bon, lui, il est de famille royale, on peut dire. Donc, son enfant ne devait pas jouer. Mais heureusement que lui était fonctionnaire et que, de l'État et qu'il avait quitté le village. On dit au village que nous sommes les gens de dehors. Quand vous quittez le village, vous pensez comme en Senoufo, tu vois, dans le Kénédou, là-bas, on dit Kénéma mort, donc les gens de dehors. Donc du coup, on vous pardonne beaucoup de choses. Bon, mais ça ne veut pas dire que j'étais griot nécessairement. En fait, même dans ma culture chose artistique, que je peux dire que j'ai eu, parce que j'ai fait aussi le collège de Toulouma, chez les frères religieux, la 6e en terminale. Bon, j'ai toujours eu l'impression qu'un vrai artiste ne doit pas être griot. Ça, c'était mon impression personnelle. C'est-à-dire il faut chanter tes convictions, il faut chanter ce que tu crois, tu dois être incorruptible, tu dois être véridique, tu dois amener un message. C'est un peu comme ça que, de façon déformée, je voyais mon rôle, quoi. Donc, pour l'école, bon, c'était bien que... Le papa, lui, il plaidait plus pour l'école que pour la musique. Alors, est-ce qu'il a fallu le convaincre qu'il accepte franchement que vous développiez quand même ce talent musical qui était en vous? Bon, il m'a dit, si tu es le premier de ta classe, maximum 3e, oui, tu peux jouer à la musique. Bon, moi, ça m'a encouragé à étudier. Donc, mais quand quand j'ai étudié, mais il n'a pas su que c'était pour devenir chanteur en public. Il a compris que c'était pour interpréter les chansons de Otis Redding, les chansons américaines à l'époque, ou les chansons africaines également à l'époque. Mais quand le succès a commencé, est-ce qu'il l'a bien perçu? Est-ce que quand ça a commencé à marcher? Alors, le succès est venu comment? Oui. Il y a un jour, on m'a invité à un baptême. Et j'ai amené la chanson Rassemblement. Donc, dans la chanson Rassemblement, j'ai chanté sur... Bon, c'est un peu comme ancien combattant. Sur toutes les ethnies du Burkina et leurs plats préférés. Sur une musique de marche militaire. Alors, quand tu dis Gonré Ouedraogo, tout le monde applaudit dans la salle. Okay. Voilà. Et quand tu dis, Soso Zerbo, tout le monde rit. Et puis, toutes les ethnies, avec la musique militaire, enfin, à la guitare. Alors, quand j'ai chanté ça, à ce baptême,
il y a quelqu'un de la radio Bobo, je pense que c'était Mathias Samy qui a enregistré. Après, il a fait passer ça à la télé. Il y a un jeune que j'ai rencontré aujourd'hui, vous ne pouvez pas croire. Quand il a passé, tout le monde a appelé. Et puis, ils ont commencé à réclamer la chanson dans la chanson des auditeurs. Donc, à tel point que je ne m'attendais pas, moi, à devenir une vedette. Jusqu'au jour où on m'a invité à jouer au stade municipal de Bobo avec 2 géants, c'est-à-dire l'Écho de l'Africa et donc le Volta Jazz. Et puis on dit, bon, Sédou Richard va venir, Traoré va venir jouer. J'ai dit, bon, ça là... Bon, et c'était la même chanson, hein? C'est juste cette chanson que vous étiez censé reprendre pour le public. Voilà, oui. donc je viens, bon, et je n'ai pas discuté de contrat, je n'ai pas compris que c'était quelque chose qui peut rapporter. Et puis ils font passer les 2 grands. Mais moi, je tremblais dans la loge. Je dis, mais comment je vais faire avec le public maintenant, avec ma chanson boiteuse? Mais quand j'ai commencé la chanson, ils m'ont fait bisser 6 fois. Wow. Et le nom était sorti comme ça. Est-ce qu'à la fin, on vous a donné un cachet? Exactement ce qui s'est passé parce que, et bon, la personne vit actuellement, donc je ne vais pas... mais ça peut être un honneur pour la personne qui m'a invité à venir jouer m'a dit, ah, mais ça peut être un honneur pour la personne d'être citée. C'est une reconnaissance de votre part. Oui, bon, donc c'est le même Idrissa Koné. Ah, le même? Oui, qui est chef de la musique et qui est devenu un de mes meilleurs amis et qui m'admire musicalement et que j'admire sur le plan entrepreneurial parce qu'il a fait des choses. Ouais. Il m'a donné la leçon de ma vie. Il a dit, ah, Sédou, tu étais tellement content de chanter que tu ne m'as pas dit qu'est-ce que tu fais. Les autres ont peut-être reçu 100, 200, mais toi, voici 7500 que je te donne parce que c'est ça que je veux te donner. 7500 francs, c'est ça. Donc c'était beaucoup d'argent pour vous? Ah non, parce que bon, c'est beaucoup d'argent comparé au fait que je n'ai jamais rien touché dans la musique. Ok? Mais ce n'est pas beaucoup d'argent quand tu as été sur la même scène que d'autres personnes qui ont 100 ou 200. En fait, le spectacle pour vous était un tremplin pour votre carrière musicale. Non, mais moi, je ne voyais pas ça comme ça. Ouais. Mais j'ai compris qu'il fallait discuter mes prestations. C'est la première fois que j'ai compris, hey, tu vaux quelque chose. Et les 7500, quand vous les avez reçus, qu'est-ce que vous en avez fait? Je suis allé voir ma mère, je lui ai donné quelque chose d'intéressant, et puis ensuite, j'ai partagé à mes frères et sœurs, et j'étais très content. Mais je ne me plains pas, puisque je ne m'attendais même pas à réellement avoir du succès là-bas. On dit, viens jouer. Mais quand j'ai vu les gens se distribuer des choses, ça m'a fait penser que, on dit quelque chose, tu vois, l'ennemi de la joie, c'est quand tu compares à ce que d'autres ont. Ouais. Pour la même prestation, puisque c'était le même public, qui m'ont fait répéter 6 fois. Et eux, on ne les a pas fait répéter. Tu vois, je commençais à me dire, mais peut-être que je vaux quelque chose. Est-ce qu'au lendemain d'une telle prestation dans la ville, tout le monde parlait de vous? Non, personne n'a parlé de moi parce que c'était dans la nuit. Ils ne savaient même pas qui je suis. Il n'y avait pas de télé, il n'y a rien. Ouais. Donc, mais c'était sûr qu'il y a un producteur qui m'a approché. Voilà. Pour me dire, bon, voilà, si tu veux, je vais te produire. Voilà, c'était un Yoruba. Et à l'époque, les Yoruba faisaient, c'est Master Bourema, il s'appelait. Bon, ensuite, à l'époque, il y avait le CVD, le Dragon Moussa, qui est un grand frère qui travaillait au CVD, lui et son grand frère, le club voltaïque du disque. Donc, c'était le début de l'industrie musicale, en fait, avec ceux qui mettaient de l'argent pour faire des 45 tours. À l'époque, les 45 tours voulaient dire une face A et une face B. Oui. Alors donc, comme à la face A, j'ai mis rassemblement de toutes les ethnies autour de leur plat préféré. La valorisation de la culture burkinabé. Voilà. Donc, la face B, j'ai fait une chanson qui s'appelle Non, non, Judith. Bon, où je chante sur une femme que j'aime, pas au point de vouloir la marier. Et je me suis dit, bon, il faut lui dire la vérité, sinon elle va gâcher sa vie avec moi.
Et donc, c'était non, Judith, l'heure est venue qu'on se dise la vérité sur notre amour. Alors, voilà. 74, 75, on pourrait dire que c'est votre période de gloire musicale. Vous avez côtoyé... Et 75, 76, oui. Surtout 76, quand j'ai eu le premier prix. Voilà. C'était face à des artistes talentueux à l'époque. Ah, ils étaient tous talentueux, ils étaient forts. Hein. Les Salambo, les Cabré-Auger, ils étaient tous talentueux. Et ce que je regrette un peu, c'est que nous n'avons pas assez d'archives d'eux aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut corriger, quoi. À tout entendeur, salut. Parce que en Europe, par exemple, des gens comme Mozart, il y a 200 ans, alors quand j'étais en Suède, je suis allé à un concert et on donne des morceaux de Mozart que la personne va interpréter toute la soirée. Et les gens payent beaucoup d'argent pour venir écouter. Mais, je pense que... Et puis, c'est bien conservé. Il y a des gens qui essaient d'utiliser ça dans les films, de faire beaucoup de choses. Ici, bon, si je vous parle de Maurice Saint-Poré, beaucoup de gens vont dire qu'ils ne le connaissent pas, dans l'harmonie voltaïque. Voilà, Tidiane Coulibaly était connu, mais avec d'autres artistes à Écho de l'Afrique. Les Pierre Sanduidi, parce que là, j'ai une liste de personnes que vous avez côtoyées. Il y a Sylvain Mozac, Pierre Sanduidi, Jean-Bernard Samboué, Richard Seydou Traoré. Et cette image-là, donc, elle date de 1974. Alors, quand on regarde tous ces visages, donc ça vous désole aujourd'hui qu'on n'ait pas fait assez la promotion de ces artistes-là. Oui, absolument. Ouais. Bon, demain, Sylvain Mozac était donc un arrangeur de spectacle. Il était musicien, c'est vrai, mais il organisait à la Maison du Peuple les concerts. Et je vais vous dire quelque chose de cette période. C'était que la Maison du Peuple avec 3000 places. Bon, quand moi j'organisais mes concerts, ça c'était en 76, 77, à 300 francs le billet, ça vous fait 900 000. Oui, 900 000 mine de rien. Alors 900 000 à une période où les maisons coûtaient 7 500. Et donc, c'était beaucoup et la bourse 27 000 et la CT 47 000. Donc, ça veut dire que 900 000, c'était beaucoup. Et vous étiez un privilégié. Donc, avec ça, je n'avais aucun problème. Bon, moi, ma bourse, on me l'a coupée. Parce que quand j'ai eu le bac D, on m'a envoyé à l'ISP, Institut supérieur polytechnique, pour devenir agronome. Mais alors que moi, je voulais chanter après. Je dis, mais si je suis dans une ville complètement rurale, obligé de rester là-bas. Dans l'agriculture, c'est important aussi. Alors que, ben voilà, culture ou agriculture, on peut revenir sur ça. Alors donc, j'ai dit, actuellement, ce que je veux, c'est quelque chose où je peux en même temps faire la musique et le travail. Donc, dès qu'ils ont ouvert les sciences éco, donc c'était l'école supérieure des sciences économiques, j'ai changé et on dit, ah, M. Traoré, on vous coupe la bourse. Mais comme je vous l'ai dit, avec ce qu'on gagne à la Maison du Peuple, je n'enviais aucun boursier. Mais est-ce que faisons quand même un point sur la Maison du Peuple. Quand vous regardez la Maison du Peuple en 2025, qu'est-ce que ça vous fait? Quel est le sentiment qui vous anime? Bon, actuellement, les piliers tremblent, il paraît. Et ça a besoin d'être soit rénové ou rasé pour être reconstruit. Mais ce qui est certain, ce que je veux dire, vous me donnez l'occasion, c'est que s'il y a une salle de spectacle qui a 3000 places, par exemple, certains diront que la Maison du Peuple a un peu moins, mais quand il y a tous les couloirs et tous les espaces remplis, comme c'était bondé, comme c'était à l'époque, on peut atteindre les 3000. Mais à 300 francs, les gens peuvent venir vous voir tous les soirs s'il le faut. Maintenant, dans une salle comme le Sénasa, à l'intérieur, bon, 600 places, les gens vont donner quel prix pour que les gens rentrent afin de pouvoir payer les différents coûts. C'est très difficile. Donc, maintenant, dans le showbiz, quand tu ne vends plus de cassettes, ni de CD, comme c'est le cas actuellement pour les artistes, c'est dans les concerts et dans les distributions sur Internet, donc le streaming et donc les téléchargements, qu'on peut gagner de l'argent. On va revenir là-dessus. Je veux qu'on fasse... On reviendra là-dessus dans peu de temps. Mais je veux qu'on reste encore sur la Maison du Peuple. Vous êtes
prêt aujourd'hui à accompagner tout projet de restructuration de la maison du peuple de Ouagadougou? Ah oui, absolument. Absolument, c'est une bonne idée. Et toute personne qui penserait à faire des salles assez grandes pour que les gens puissent venir, ne serait-ce qu'à 1000 francs pour voir un concert. Bon, si c'est 3000 places, il a 3 millions, il peut payer. Donc, ça va être bourré. Il y aura de l'émulation. De nos jours, les artistes pensent qu'un concert à 1000 francs, c'est dérisoire en termes de contribution des populations. Non, mais actuellement, c'est parce que la salle est petite. Oui. Si tu vas... Bon, si tu as, par exemple, une salle... bon, à la Maison du Peuple, à l'époque où tu avais... Bon, si tu avais, par exemple, 1000 francs dans une salle de 3000 places qui a 3 millions, bon, à la Maison du Peuple, non, au Sénasa, Ouais. bon, pour avoir 3000 francs, et non. 3 millions. Pour avoir 3 millions. Pour avoir les 3 millions, avec 600 places. Oui. Voilà, il te faut demander 5000 par personne. Ouais. Et là, c'est trop. Là, 1000 francs devient dérisoire. Ouais. Bon, et puis, on ne comprend pas les artistes. Hein. Les artistes, parfois, préfèrent une salle pleine. Et puis, ils vont rester pratiquement pour rien qu'à une salle à moitié vide ou au quart vide. Bon, des gens qui ont beaucoup payé. Il y a tout ce désir de partager ce qu'on a créé, hein, de montrer son bébé à tout le monde après. Alors, donc, si on reste dans votre logique, là, vous voulez dire quoi? Une salle qui n'est pas pleine ne doit pas poser problème à un artiste? Non, mais justement, je dis le contraire. Je dis une salle qui n'est pas pleine dérange un artiste. Il ne cherche pas nécessairement à avoir de gros montants. Parce que vous avez dit qu'il trouve que c'est dérisoire. Oui, 1000 francs quand que même. C'est dérisoire, mais tout dépend de la taille de la salle. 1000 francs, dans une taille de salle qui vous donne 3 millions, ça passe. Parce que là, il peut payer son orchestre. Oui. Il peut payer. Et après la soirée, il a au moins 750 000 à 1 million à lui. D'accord. Sans compter que s'il applique la même théorie qu'à l'extérieur, aux États-Unis et autres, il ne joue pas qu'un soir. Il joue plusieurs tout un programme. Oui. Alors que si tu mets à 5 000, tu as bloqué quelque chose parce que la même personne ne peut pas revenir. Pourquoi vous n'avez pas finalement fait une longue carrière musicale? Bon, pourquoi je n'ai pas fait une longue carrière musicale? C'est parce que je suis premier fils de 12 enfants. Oui. Et quand j'ai dit que j'allais aller aux États-Unis pour faire le MBA, qui est le Master of Business Administration, ben, si je devais payer de ma poche la scolarité là-bas, c'était une bourse de l'État. Ah, pas de l'État, mais ils ont annoncé ça au service d'orientation des bourses, là. Et donc, j'ai appliqué, on m'a fait une interview au niveau de l'ambassade américaine. Et on m'a sélectionné parce qu'ils ont pensé que j'avais l'air dynamique et je savais ce que je voulais et tout. Bon, mais quand je reviens avec ce diplôme, à l'époque, bon, et je n'ai pas signé un engagement décennal de 10 ans, mais le principe, c'était que moi-même, je disais, mais si on a payé plus que 6 millions pratiquement par an pour moi qui suis allé faire 2 ans et demi, je dis, bon, il faut que je donne quelque chose de retour à l'État. Et j'étais prêt à travailler au ministère du Plan, voilà, parce que j'ai fait planification du développement à l'ESSEC ici, avant d'aller faire la gestion là-bas. Et bien, on m'a dit, non, vous n'êtes pas prévu au budget. J'ai dit, ah bon? Est-ce que ça a été un tournant? Et c'est grave, ça a été un tournant. Parce que vous n'êtes pas prévu au budget, ça c'est un. Je dis, mais est-ce que l'État peut gaspiller des ressources comme ça? Et bon, donc j'étais devenu plus un problème. Et quelqu'un même du ministère du Plan m'a dit, ah, M. Traoré, il ne faut pas nous poser des problèmes parce que vous avez des amis dans la presse. Quand vous chantiez là, si vous partez pleurer là-bas, ça va faire des problèmes. Bon, on va vous arranger une possibilité de venir, bon, dès que l'année suivante commence, parce que c'était en juin. Oui. Bon, cette année finalement. J'ai dit, mais vous n'avez pas besoin de faire de l'affaire pour moi. Je peux chercher. Et là, je suis allé tout de suite chercher. Bon, vous savez comment c'est à Ouaga. Et vous portez une chemise blanche, prenez une moto. Bon, au bout du soir, tout est rouge. Ouais. Voilà, j'ai posé des CV partout. Et bon, j'ai eu un intérêt
de la BIV à l'époque, avec Taïta Pierre qui était le directeur. Et donc, lui voulait qu'il soit contrôleur général pour remplacer un Français qui était en partance. Bon, ensuite, il y a Adetovi à l'UNICEF qui était là. Et l'USAID m'a dit, mais vous êtes aussi compétent en français qu'en anglais. Et vous êtes dans le domaine du secteur privé. Non, vous et nous, on veut un expert du secteur privé. On vous récupère. Et puis, on me recrute. Ça, c'était très bien. Mais pour le cas de l'État burkinabé, est-ce que vous avez senti là la méchanceté du Voltaïque ou du Burkinabé qui ne veut pas aider son frère qui a les connaissances et les compétences pour servir son pays? Non, mais moi, je n'ai pas vu ça comme ça. J'étais seulement surpris, ébahi. Et puis, je savais que ce n'est pas moi qui perds. Voilà. Donc, j'ai dit, bon. J'ai dit, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que ce n'est pas une tache noire aussi pour vous? Quoi qu'on dise, parce que vous avez voulu servir votre pays avec un bon niveau. Mais après, je me suis rendu compte que je servais mieux mon pays à l'USAID. Parce qu'à l'USAID, quand je suis allé, bon, on m'a donné la tâche d'aider à développer, tu vois, les autorités à développer le secteur privé, en passant par le développement institutionnel. Donc, la chambre de commerce, et l'ONAC à l'époque et tout. Et là, par exemple, à la chambre de commerce, donc j'ai réussi à faire démarrer la première réunion, on peut dire, du secteur privé, on peut dire, un symposium du secteur privé, et encore du temps de Sankara. C'était quelque chose. Donc, il y a eu des statistiques qui sont sorties, il y a eu des propositions de comment le centre de documentation de la chambre de commerce devait être fixé. Et on a donné un rapport pour expliquer pourquoi. Bon, c'est facile de dire on va développer le secteur privé, mais bon, à l'époque, l'exemple qu'on donnait, c'est que la savana était en train de mourir, oui. Alors que... savana, c'est une unité industrielle qui était à Bobo. Le tomate, les choses... donc les tomates venaient de la Hollande, moins chères. Donc il y avait toutes ces choses-là qui faisaient que moi, j'avais l'indépendance de dire ce que je veux à des autorités burkinabées. Est-ce que le président Sankara a tenté de vous rencontrer, mais vous avez tenté de le voir pour discuter? Ah si, on s'est vu, oui. Mais on s'est surtout vu quand j'ai déménagé à la Banque mondiale. Parce que 2 ans après le temps que j'ai passé à l'USAID, et bizarrement, j'ai dit à Emerson, qui était le directeur de l'USAID à l'époque, j'ai dit, j'ai fait 2 ans et demi chez vous, je viens vous donner 2 ans et demi et je quitte. Donc, il dit, mais bon, vous n'avez pas besoin de dire ça parce que vous avez un poste permanent. Oui, bon, et effectivement, 2 ans et demi après, j'ai eu un appel pour me dire que quand j'étais aux États-Unis, j'avais fait une interview de jeunes professionnels de la Banque mondiale que j'avais réussi et j'ai refusé pour rentrer. Oui. Donc maintenant, à la mission résidente ici, on avait besoin d'un conseiller économique. Voilà. Est-ce que ça m'intéresse? Je dis, bien sûr, ça m'intéresse. Alors, parlant de votre parcours, c'est intéressant. L'USAID, nous sommes en 2025. Avec le pouvoir de Donald Trump, on s'achemine vers la fin de cette initiative américaine-là. Qu'est-ce que vous, qui avez travaillé dans ces structures-là, vous faites d'apprendre que l'USAID est vilipendé aujourd'hui par les autorités américaines qui sont même prêtes à mettre cela de côté? Non, mais ça me fait penser que Donald Trump n'a pas bien compris ce que faisait l'USAID avant de décider de fermer l'USAID. Et tous les jours, on se rend compte. Et puis ensuite, il y a tellement de propagande négative, dans ce sens que j'ai écouté Donald Trump donc en interview dire que l'USAID avait financé l'achat de condoms de 100 millions pour le Hamas. Et quand on creuse, c'était plutôt 46 millions donnés donc, au Mozambique dans le cadre de la lutte contre le sida. Ce n'est pas la même chose. Alors quand on prend une décision sur la base de nouvelles, je ne vais pas dire fake news, mais de vérités qui ne sont pas démontrées, quoi, ça devient dangereux. Quoi. Ça fait dangereux. Bon, donc, moi je me dis que c'est une perte pour les États-Unis parce que ça donnait un sens humain à l'intervention américaine ailleurs. Et les travailleurs de l'USAID, il y a beaucoup de gens
qui sont naïfs comme moi. Hein, je veux dire, si tu me dis, bon, développe ça ou autre chose, voici, moi je développe ça. Maintenant, si tu viens me dire qu'en fait, tu étais utilisé par une main qui avait un autre but, ça c'est autre chose. À l'USAID, il y a beaucoup de gens qui ont des techniciens éprouvés qui vraiment pouvaient aider l'Afrique et rendaient. Mais les panafricanistes aujourd'hui sont contents, ils disent que c'est l'occasion pour nous de nous prendre en charge. Continuer à compter sur l'aide, là, ce n'est pas la solution. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé parfois les sorties des panafricanistes, Ouais. mais j'ai appris à avoir un discernement. Parce que si vous vous amusez avec tout ce que les panafricanistes disent, vous allez faire tout ce que les conseillers qui ont dit à Trump de faire ça, tu vois, vous allez être sur cette longueur et ça vous amène au décor. Il faut discerner. Il faut être capable de dire, bon, ça concrètement, hein, bon, si dans un système, donc à l'USAID, on arrive à construire une viabilité du système de santé, mais tu peux aller vérifier dans ça, qu'est-ce qui nous gêne. Et tout. Donc c'est une erreur. C'est une erreur grossière. Oui. Grossière même. Oui, 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 parce que moi je pense que. Mais c'est une affaire. C'est une affaire peut-être qui peut changer parce que la politique change aux États-Unis. Ouais. Déjà, Donald Trump est tombé dans les sondages parce que tout le monde voit que non. En disant on veut couper les dépenses, c'est inutile. On s'en fout d'aider les autres. Ça rend humble parce qu'au début, quand nous on était étudiants, on a milité dans le mouvement étudiant. Bon, c'était tous les gens qui cherchaient à nous exploiter, ils sont contre nous, ils sont tout. Mais on ne sait pas que ce n'est pas tellement populaire ce qu'ils font non plus chez eux là-bas. Ceux qui veulent réellement aider dans l'humanitaire et tout, ils rencontrent des difficultés là-bas parce qu'il y a des gens qui disent « Hey, dans les quartiers, mais nous on en a besoin. Laisse mourir les gens là-bas. » Donc, ce n'est pas aussi coupé noir-blanc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors donc, ça fait que pour l'USAID, mon sentiment, oui, c'est que aux prochaines élections présidentielles, tout va revenir. Le problème, c'est quel dégâts aura été commis, quoi, quels dégâts les gens auraient. L'USAID, vous avez aussi travaillé pour la Banque mondiale. Quand on dit Banque mondiale, Fonds monétaire international, les institutions de Bretton Woods, là aussi vilipendées un peu partout. Quand vous entendez tout cela, est-ce que vous dites on ne comprend pas bien ces institutions ou bien c'est les Africains qui doivent s'assumer désormais, qui tiennent ces propos-là? Oui. Bon, pour la Banque mondiale, j'étais là quand Sankara était au pouvoir. Oui. Et nous avons eu beaucoup de problèmes avec le gouvernement à l'époque. Et en tant que conseiller économique, on a eu à rencontrer les équipes du gouvernement également. Et le problème, c'était que le projet de Tambao avait été présenté comme quoi le chemin de fer allait être payé par le manganèse. Et tout bêtement, à la Banque mondiale, bon, le technicien, il prend les cours du marché du manganèse et dans 20 ans, est-ce que ça peut rembourser? Et puis on envoie une réponse à la mission résidence ici, technique, mais très impolie, quoi. En ce sens que la réponse est venue en disant c'est idiot ce que vous dites. Ah, c'est trop fort quand même. C'est idiot parce que c'est un technicien qui parle. You know? Donc pour lui, it doesn't make any sense. Tu vois, et quand il parle comme ça, bon, ceux qui étaient à la mission ici, résidents, c'était tout juste avant que je rejoigne en fait la mission qu'une telle lettre était venue. Bon, ça a été recopié et envoyé au ministère. Et c'est tombé dans les mains de Sankara, il était fâché. Donc il y avait même des rumeurs pour dire qu'il allait fermer la Banque mondiale pour montrer que lui, il l'a fait. Mais après, bon, quand il y a eu beaucoup de discussions, même avec Rawlings, on a fait comprendre que la Banque mondiale, en fait, le Burkina est actionnaire. Ça a été construit, c'est comme si, après les combats en Ukraine, on construit une banque pour reconstruire l'Ukraine. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, on l'a reconstruit. Donc, tout cet argent, donc, il y avait des prêts, il y a des dons. Et donc, pour la Banque mondiale, pour acheter, on parle à tous les pays membres. C'est-à-dire, tu peux prendre l'argent de la Banque mondiale
et acheter en Turquie, en Russie, aux États-Unis. Mais si tu prends de l'argent des États-Unis, tu ne peux racheter qu'aux États-Unis. L'aide est liée. Voilà. Donc, quelque part, cette possibilité d'avoir des appels d'offres au niveau mondial, il n'y a que la Banque mondiale qui donne ça. Et vous savez que dans nos pays, bon, y compris même certains pays comme la France, bon, la plupart des pays sont endettés. Hein. Même les États-Unis sont très endettés par rapport à la Chine. Est-ce que c'est mauvais pour un pays d'être endetté? Non, ce n'est pas mauvais pour un pays d'être endetté si la dette est utilisée à faire quelque chose qui vous rapporte plus, à sortir de la dette. Le problème, c'est qu'il y a des chefs d'État, dont je ne vais pas citer le nom, qui avaient demandé de l'argent de la Banque mondiale pour faire une statue de plusieurs choses. Parce que le président qui était là au pouvoir depuis très très longtemps a dit le pays a besoin d'un visage, de quelqu'un à qui il croit, comme ça ils vont travailler. Alors que non, c'était pas... Donc c'est ce qu'on appelle les projets d'éléphants blancs, quoi. Des gens qui font de gros projets au niveau national sans penser aux charges récurrentes. Parce que quand tu fais un projet, il faut être capable de faire le financement du fonctionnement de ça. Donc vous êtes favorable à ce que nous continuions de bénéficier de l'aide ou encore des crédits de la Banque mondiale et du FMI? Mais on est actionnaire. On est actionnaire et la Banque mondiale ne vient pas tant que le pouvoir ne demande pas. C'est ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un de la Banque mondiale qui est venu pour dire on fait ça, voici les conditions. C'est faux. Et c'est Rawlings qui a pu donner une très bonne réponse parce que quand Rawlings faisait son ajustement structurel, c'était pas comme au Burkina. Rawlings, c'est lui qui disait ce qu'il veut couper, ce qu'il veut faire, où il veut aller, parce qu'il avait des intellectuels capables de rencontrer les gens de la banque à Washington en tête à tête, s'ils disent qu'ils veulent le développement. Nous, on sait ce qu'on veut. Et on a les mêmes diplômes, les mêmes écoles. Mais là, ça avance. Ils sont sortis très rapidement. Donc, la situation mieux que nous. Et puis, il y avait de fausses idées qui ne sont pas bonnes de croire que ce qui est privé est bon. Non. Ici, nous, on l'a démontré quand j'étais à la Banque mondiale. Donc, les rapports sont toujours là. Vous avez même assuré l'intérim au Burkina Faso. Du représentant, oui. Du représentant résident, oui. Pendant un an. Pendant un an, oui, c'est ça. Mais disons qu'on a démontré qu'au Burkina, les sociétés d'État étaient les mieux gérées, même mieux gérées que certains privés. Et ça a convaincu la banque. Oui, ça a vraiment convaincu la banque parce qu'ils avaient comparé à l'époque avec le Mali où, dans le cadre des sociétés d'État, qu'est-ce qu'on faisait? On met son frère, son cousin. Bon, c'est pas mal de mettre ton frère cousin s'il a un doctorat, il est compétent plus que toi-même, plus que tout le monde. Mais si c'est parce qu'il est ton frère ou ton cousin, c'est grave. Mais d'où viennent justement les programmes d'ajustement structurel au Burkina Faso? Parce que ça a toujours été rejeté par les organisations syndicales. Beaucoup pensent que ça a été le tournant négatif pour le Burkina. Bon, je ne vais pas promettre l'erreur de dire que je suis du côté des syndicats ou contre les syndicats. Mais il faut... j'ai donné un exemple à un étudiant qui était venu me voir. Mais il a dit, mais ajustement là, c'est quoi? J'ai dit, bon, ok, toi qui es étudiant, tu finis tes études, tu supposes qu'il y a un boulot. Bon, à l'époque, tu as 150 000, c'était très bon comme salaire. Tu es dans une maison qui coûte 50 000 et tu t'en sors. Bon, entre-temps, tu te maries, et puis tu prends une belle sœur à la maison et tout. Bon, et puis maintenant, vous êtes obligé de déménager dans une maison qui coûte 100 000. Mais les 50 là, ça vous suffit seulement pour vivre et vous allez maintenant pour prendre un prêt. Bon, le banquier va vous dire, si c'est le fonds ou une banque, mais comment est-ce que vous allez me rembourser? Il faut ajuster vos dépenses. Voilà. Donc, en ce moment, s'il veut prendre un crédit pour faire autre chose, il faut qu'il revienne peut-être dans des niveaux de fonctionnement et de vie qui sont moins chers. Parce que dans la structure de ces dépenses, ce n'est pas possible
de le rembourser lui. Donc, ils disent, ben, si tu ne fais pas ça, on ne te donne pas les crédits. Donc, du coup, le monsieur dit, ben, tu me dictes des conditions. Non, mais ce n'est pas ça. Bon, c'est pratiquement le problème dans les pays quand la fonction publique est très grande et parfois, bon, ce n'est pas le cas du Burkina, rempli de gens qui sont des amis politiques ou la famille. Bon, quand on vient pour essayer de trancher, de ne mettre que des gens compétents pour travailler et tout, bon, ces conditions-là, avant de donner des milliards pour construire des routes ou bien pour faire autre chose, bon, là, on se retrouve dans une situation. Ben, donc, le Fonds monétaire, c'est d'habitude à court terme, des sous, mais la Banque mondiale fait des prêts sur 40 ans. Et parfois, dans ces prêts, on était étonné quand vous voyez IDA. Donc, IDA, Banque mondiale, bon, c'est pas commercial. Donc, vous avez donc un prêt pour faire une route où on vous demandait, à l'époque, quand j'étais là encore, de payer 0,75% de frais de service et 0% d'intérêt pendant 40 ans pour construire le truc. Donc, en fait, dans le fond, c'est pas et mauvais. là, il y a des... Bon, au niveau de la Banque mondiale, il y a aussi des prêts. Et ça, même les pays européens ont parfois des prêts avec la Banque mondiale. Moi, au début, et quand je faisais Sciences Éco, j'ai pensé ça, que c'est un instrument qui est sur nous, les pauvres. Non, on voit que si tu veux te développer, il faut être capable de prêter pour avoir un fonds de roulement, pour faire rouler quelque chose, mais il faut trouver une bonne idée, sinon tu tombes. Voilà qui est clair, l'explication est d'un économiste qui s'y connaît très bien. Je veux qu'on évolue dans l'émission. Okay. Nous sommes en 1999. C'est une production qui voit le jour. Alors dites-nous, c'est une production, comment vous est venue l'idée de la création de cette structure? Était-ce pour combler un vide au niveau musical ou vous avez constaté qu'il fallait encourager les jeunes burkinabés à être dans la même dynamique que les autres pays de la sous-région? Ok, disons, Cédonie Production, à l'époque j'appelais, était venu pour justement donner aux jeunes musiciens et artistes ce que moi je n'ai pas eu. Parce que quand j'étais étudiant, il fallait aller à Abidjan, chez Madame Oro, dans les quartiers Koumassi, là, pour faire mes disques, et ensuite pour venir vendre ça ici. Ou bien au Bénin, hein? Voilà, ou au Togo, carrément. Bon, donc, quelque part, le Burkina n'avait pas d'usine et n'avait pas de studio. Et j'avais dit, le jour où j'aurai de l'argent, je vais faire ça pour mes frères artistes. Donc, ça, c'était pas nécessairement la meilleure idée pour avoir de l'argent, puisque ça, je l'avais déjà. Parce qu'en 96, 97, j'ai lancé le lait Milac. Le lait Milac, c'est du lait en poudre en 25 kilos. Et ça marchait très, très bien. Donc, vous êtes immensement riche. La musique, c'était la passion, alors. Donc, la musique, voilà, l'erreur que j'ai commise, je peux dire c'est une erreur, en ce sens que j'ai laissé mourir le lait, puisque en 98, on avait près d'1,8 milliard de chiffre d'affaires dans le lait, et ça montait, ça montait. Donc, au lieu de continuer le lait, on a mis tout ça dans Cédonie, et ça a bluffé tout le monde parce que, du coup, on se retrouve avec les mêmes investissements, sinon même plus qu'en Côte d'Ivoire, au Mali, et donc... Mais Cédonie, justement, à la création, est-ce que vous avez investi beaucoup d'argent? Oui, c'est ce que je viens de vous dire. J'ai mis combien? Tout ça. Bon, on a investi 1,2 milliard. Dans Cédonie Production? Dans Cédonie. Wow. Voilà. Et c'était donc une situation où on a acheté du matériel, bon, et tout a été répertorié, hein, puisque à l'époque, dans la société qui faisait le lait, on était dans une situation où on a demandé donc, le régime donc C du Code des investissements. Donc, ils ont évalué ce qu'on a investi et tout et tout. Et les conditions étant remplies, donc on avait droit de faire, d'exercer et de ne pas payer d'impôts pendant un certain temps sur le bénéfice et tout. Mais avant cette exonération, il faut avoir du bénéfice. Mais quand on regarde Cédonie en 99 jusqu'à pratiquement dans les années 2005 voire 2010, tous les artistes que vous avez produits étaient quand même à succès. Oui. Apparemment, vous avez eu beaucoup d'argent aussi avec Cédonie. Bon, oui, on a eu de l'argent avec Cédonie. Oui.
à tel point qu'on a créé la société Cédonie SA à part, oui, carrément. C'était la période des cassettes. Est-ce que ça se vendait bien? Et les cassettes se vendaient très bien, Oui. et tout et tout. Et le problème, c'est que nous n'avons pas eu, à ce niveau-là, une collaboration avec l'État pour avoir aussi des marchés d'État. Comme ça, on n'allait pas se limiter aux cassettes, aux CD seulement ou aux concerts. On allait également former des gens. On allait... En fait, c'est ce qu'on a fait. La plupart des gens dans le showbiz ont passé par Cédonie. Par exemple, comme je vous le disais, quand Cédonie venait, il n'y avait pas plus que 5 studios. Et actuellement, on a 500 studios. Ouais. Vous avez récupéré la plupart des grosses têtes de la musique en son temps. Mais c'était quoi le contrat entre vous et puis les artistes? Vous prenez combien pour cent de chaque production artistique? Non, mais on n'a pas récupéré les grosses têtes, on a fait les grosses têtes. Ça veut dire que ça coûte de mettre un artiste en scène, et la promotion et tout coûte, et on n'a pas nécessairement récupéré. C'est ça le fond de l'histoire. Le fond de l'histoire, c'est que les artistes ne sont pas venus comme des gens qui viennent avec quelque chose qui rapporte tout de suite. Et il faut d'abord, même pour la plupart des artistes, les habituer à un studio et les faire jouer dans certaines places pour que... Mais, oui? Allez-y, mais... Oui, mais pour revenir au fait que quand un artiste brille, hein, il faut l'amener plus haut. Il aurait fallu qu'on ait des collaborations et des partenariats avec l'État pour organiser tout ça. Solo Jack Kabako, les As DJ, Floby, Magic System, Rigobert, il y a une longue liste interminable, je n'ai cité que quelques-uns. Tous ont eu du succès. On s'est dit, mais c'est devenu, finalement, M. Traoré était devenu multimillionnaire grâce à ces artistes-là. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que y a quelqu'un qui a d'ailleurs fait un article il n'y a pas longtemps pour dire qu'en réalité, il est surpris que je n'ai jamais pris un salaire à Cédonie. Jamais? Jamais. Enfin, les gens écoutent. S'il y a un comptable qui m'a payé un salaire qui était dans Cédonie, n'a qu'à dire. Pas un salaire dans Cédonie. Bon, l'idée, pour moi, c'est que beaucoup vont l'appeler une grosse perte. Moi, je peux l'appeler un investissement si je peux encore faire briller le catalogue de tout ce qui est produit et réussir à faire vendre ça mondialement sur Internet. Et le problème qui se pose, c'est est-ce que j'ai encore envie? Est-ce que j'ai encore faim? Au début, j'avais faim parce que c'était extraordinaire. Mais d'où vient ce découragement-là aujourd'hui? Non, je n'ai pas dit découragement. J'ai dit le problème, c'est en train... Je suis... Voilà, vous avez dit que j'ai 73 ans. Bon. Bon. C'est vrai. On est arrivé à l'âge où on se fait le point sur ce qu'on a fait et on essaie de voir ses autres capacités. Parce que j'ai beaucoup de contacts avec des fonds d'investissement qui peuvent aider des jeunes à monter leurs affaires. Si je rentre dans le schéma, c'est-à-dire que je ne peux pas leur dire allez-y, faites ça, il faut que je sois dedans pour le faire. Bon, pour la musique, j'ai connu beaucoup de cas où les gens ont confondu deux choses. C'est-à-dire s'il y a un fruit à cueillir, Cédonie vient se présenter comme l'échelle. Je veux que les gens montent sur moi, hein, et cueillent le fruit pour qu'on se partage le fruit. J'ai eu malheureusement le cas de beaucoup de gens qui viennent, qui regardent comment on fait à Cédonie. Ils disent, il prend l'argent chez un oncle, un cousin ou quelqu'un, il veut refaire son Cédonie. Tout le monde veut avoir son échelle, mais pour arriver au niveau où on peut se dire que au Burkina, tout ce qu'on produit comme musique doit rapporter, c'est maintenant que ça peut rapporter des milliards. Parce que ça a été prouvé que les États-Unis, en 2014, quand il y a eu le crash du disque, bon, ils étaient à 14 milliards de dollars en revenus avant le crash.
Et puis après le crash, tout ça c'est parti à zéro, puisqu'on ne gagne plus, on ne vend plus rien. Ok. Et là, avec le streaming et le téléchargement, le streaming voulant dire quand la musique passe, et puis tu ne télécharges pas, mais tu écoutes seulement, mais tu payes. Bon, on a des problèmes de monétisation de nos musiques. Tout ce que vous voyez qui sortent des albums, bon, sur YouTube, Spotify et tout, le Burkina n'arrive pas à récupérer ça. Et c'est là où moi je peux encore servir. C'est-à-dire que si l'État me demandait, comme moi j'ai déjà demandé, j'ai déjà écrit à l'État pour dire je peux aider dans ça. Mais si l'État disait oui, on peut travailler sur ça pour monétiser tout ce qu'on a fait, là on peut aller à l'étape très intéressante où les musiciens pourront vivre de leur vie, enfin de leur musique. Voilà, de leur musique, de leur art. Est-ce qu'il y a certains artistes qui vous sont reconnaissants jusqu'à présent? Est-ce que certains viennent vous dire souvent merci pour tout? Oui, ça, j'ai vu un cas d'un artiste de 27 ans qui est venu dire merci tonton pour ce que vous faites, parce qu'avant nous, il n'y avait pas de musique au Burkina. Il a eu quoi? Et les anciens là? Mais donc lui, il a dit ça parce que peut-être il a grandi en Côte d'Ivoire avant de venir étudier et puis commencer sa musique. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de mémoire de tout ce qu'on a fait dans le passé. Oui, mais je veux dire, ceux-là que vous avez révélés au grand jour. Oui, la plupart sont reconnaissants. Hein. Ils viennent souvent. Ah oui, la plupart sont reconnaissants. Je reçois des invitations, je reçois des baobabs d'or, je reçois, voilà, pour même ma vie d'acteur de cinéma dans les années 76, je reçois encore des reconnaissances. Bon, les étoiles du face, non, les étoiles. La rue des étoiles. La rue des étoiles. Donc, une distinction. Je ne dois pas me plaindre. On va dire, hey, je suis commandeur de l'ordre du mérite. Bon, et chevalier de l'ordre des talents, je ne sais pas, il y a une différence. Un, c'était la présidence, l'autre, c'est le ministère. Bon, donc, je devrais être complètement content. Moi, je suis toujours en train de dire, qu'est-ce que je peux faire plus? C'est ça que les gens ne comprennent pas. On dit, mais hey, bon, tu n'as pas besoin de Cédonie, tu n'as jamais eu besoin de Cédonie pour vivre. Donc jusqu'à l'heure où on se parle, vous n'avez pas besoin de Cédonie pour vivre. Ah non, 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 pas du tout. Et donc, mes enfants, c'est la discussion à table. Hein. Tout le temps, on dit, mais papa, on dirait que tu es dans ça, là. Pourquoi? Hein? Alors que moi, je vois, par exemple, que tout ce qui est produit là, bon, il faut parfois une structure. Bon, les gens ont commencé à avoir des idées de regrouper les gens en grappes, les grappes et tout. Mais nous, on a fait ça depuis 1999. On avait le groupe, il n'y a pas beaucoup de producteurs, le groupe des distributeurs, le groupe, tu vois, des diffuseurs, donc les chaînes de valeur. On avait déjà rêvé tout ça. Actuellement, on est en train de recréer l'eau chaude. Mais le problème qui est là, c'est qu'il faut un marché. Il faut quelqu'un qui vienne commander des œuvres. Oui. Et là, nous, par exemple, on peut les fabriquer ou leur proposer, disons, comment aller. Bon, j'ai rêvé, par exemple, un moment, être à la télévision avec un show, un talk show. Et là, avec un orchestre live. Et puis, je présente les nouveautés, et puis on discute, et puis il y a un public. Un peu comme aux États-Unis. Bien sûr. Ouais. Et ça, je peux le faire. Mais vous voyez que vous avez encore beaucoup de choses à encore apporter à ce pays-là. Bon, c'est certain que le problème, c'est certain que je peux et je vais apporter beaucoup de choses. Voilà qui est bien dit. Mais ce qu'il y a, il faut reconnaître qu'à un certain temps, on ne peut pas faire tout seul. Voilà qui est bien dit. On est pratiquement à la fin de cette émission. Moi, je vais vous poser une ultime... Ah bon, déjà? C'est déjà fini. Okay. Je vais vous poser une ultime question. Les jeunes qui vous regardent, qui veulent vous ressembler, qui veulent entreprendre, en quelques mots, quels sont les conseils que vous avez à leur donner? Bon, ils n'ont qu'à se battre sur... D'abord, s'assurer qu'ils ont une bonne idée d'affaires. Ça, c'est très important. S'assurer... Il ne faut pas seulement foncer parce qu'un tel a fait la même chose. Bon, et puis ensuite, vérifier quel est son intérêt, qu'est-ce qu'il aime faire.
Donc ça revient à la première chose, il ne faut pas faire ce que tout le monde fait, parce que tout le monde fait. Il faut voir qu'est-ce que tu aimes faire, quelque chose pour lequel tu peux passer des nuits blanches, voilà, et puis tu travailles. Là, tu as des chances de réussir. Ce n'est pas combien d'argent on te donne. J'ai donné des fonds de commerce à beaucoup de gens, même d'artistes parfois. Hein. Parfois, j'étais en train de dire, pour toi, la musique, je vois, il y a une limite. Tu ne peux pas avoir une carrière jusqu'à ta retraite. Si tu veux faire autre chose à côté, pendant que tu essaies de grandir dans ta musique, à tel point que le poids dans la musique fait que tu laisses tomber ça, etc. On a des conseils comme ça avec différents. Donc c'est pourquoi moi je pense que beaucoup de gens me remercient, me félicitent. Et malheureusement, je ne me rappelle pas toujours qu'est-ce que j'ai fait pour elle. Mais c'est ça. Donc pour le jeune, il n'a qu'à se lancer dans quelque chose qu'il aime. Et puis ensuite, les fonds, ce n'est pas ça qui bloque. Tu vois. Merci beaucoup, M. Traoré. Voilà. Alors, je me remercie également, M. Ouédraogo. C'est fini pour aujourd'hui, ça allait très vite. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour échanger, parce qu'avec vous, c'est intéressant. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. On aura d'autres opportunités, parce que le temps qui nous est imparti est épuisé actuellement. Et voilà, OK. Ainsi prend fin donc notre rendez-vous de ce jour, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.